Bonjour à tous. La dernière fois, nous avions parlé des mouvements de la Terre qui expliquaient les variations de température sur Terre. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous renvoie sur les vidéos. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Aujourd'hui, nous allons voir les différents paramètres du climat et tenter de commencer à expliquer pourquoi il y a des variations au niveau des précipitations sur Terre. Alors d'abord, quelques notions de base. L'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse du globe terrestre. Élément très important, c'est dans cette atmosphère qu'on va retrouver de l'eau, des particules style des sels marins, des bactéries, des poussières, mais aussi différents gaz, ce qu'on appelle de l'air sec. Il y a en majorité de l'azote à 78%, de l'oxygène à 21%, de l'argon et puis des gaz carboniques, de l'ozone et d'autres gaz, des gaz rares. Alors, il est difficile de donner une limite à l'atmosphère. Parce que plus on va en altitude, plus l'air se raréfie, l'air diminue. On estime la limite de l'atmosphère à plus ou moins 130 km d'altitude. C'est une estimation, évidemment. Alors, dans l'atmosphère, il y a différentes couches. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, c'est la troposphère. La troposphère qui va en moyenne de 0 à 11 km. Je parle en moyenne, vous verrez que tout à l'heure, je ferai une précision par rapport à ça. La troposphère va donc du sol jusqu'à sa limite qu'on appelle la tropopause. C'est dans cette couche-là qu'on va avoir les principaux ou la majorité des phénomènes climatiques. C'est une couche d'air instable. C'est dans cette couche-là aussi qu'on a la majorité des gaz. Tout ça est noté en dessous. On a les 3/4 de l'air atmosphérique qui se situe dans cette couche-là. Autre chose importante à voir, c'est ici la couche d'ozone qui se situe dans la stratosphère, la deuxième couche de notre atmosphère. Et la couche d'ozone, en fait, c'est la couche qui nous protège des rayons ultraviolets, les UV, les fameux UV qui nous font bronzer. Ils sont bien, mais il ne faut pas en avoir de trop. S'il y en avait trop, notre peau serait brûlée vive. Donc, la couche d'ozone est hyper importante pour bloquer les rayons ultraviolets. Ça va? À la page suivante, on vous parle de la pression atmosphérique. Alors, la pression atmosphérique, c'est quoi? La pression atmosphérique, c'est le poids de la colonne d'air. Ça va? C'est le poids de l'air sur une section déterminée. Par exemple, on prend 1 cm², mais ça pourrait être plus, et on mesure le poids de l'air du sol jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère. La définition est mise ici, mettez-la bien au fluo. Donc, la pression atmosphérique en un lieu équivaut au poids de la colonne d'air de section unitaire, 1 cm² par exemple, s'élevant verticalement jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère. La pression atmosphérique, c'est donc le poids de la colonne d'air. Habituellement, on mesure cette pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. Alors, à l'époque, c'était des baromètres au mercure qui n'étaient pas forcément hyper précis. Maintenant, on utilise des baromètres électriques qui nous donnent des valeurs en hectopascal. Je vais vous demander de retenir la valeur de la pression atmosphérique normale, c'est-à-dire la pression atmosphérique moyenne sur Terre. Elle équivaut à 1013 millibars ou hectopascal au niveau de la mer. Le haut niveau de la mer est important. Ça va? Donc, c'est 1013, la moyenne sur Terre, c'est 1013 hectopascal. Ça va? Ok. Je continue. Alors forcément, c'est une moyenne. Il y a des variations sur Terre et on n'a pas la même pression à tous les endroits au niveau de la mer. Par exemple, on a des zones où la pression est plus basse que 1013 hectopascal. C'est ce qu'on appelle des zones de basse pression. On peut aussi appeler des dépressions. Ça va? C'est quand la pression est inférieure à 1013 hectopascal. Basse pression. Ça paraît logique. Dans un autre temps, il y a des zones où la pression est plus élevée qu'à la normale. C'est ce qu'on appelle les zones de haute pression ou anticyclone. Ça va? La pression est plus élevée que 1013 hectopascal. Alors, les termes anticyclone et dépression sont des termes beaucoup utilisés à la météo, à la TV. Vous avez une carte avec des petits A et des petits D qui passent et on parle souvent d'anticyclone et de dépression. En fait, les zones de basse pression, appelées aussi des zones de dépression, sont les zones dans lesquelles, en général, il va y avoir de la pluie, des précipitations.
tandis que les zones de haute pression, appelées aussi anticyclones, sont des zones de beau temps. Ça va? Donc voilà les informations essentielles pour la pression atmosphérique. Retenez bien, pression normale, c'est 1013 hectopascales au niveau de la mer, c'est-à-dire le poids de l'air. Quand l'air est plus élevé, le poids de l'air, la pression est plus élevée, on parle de zone de haute pression, c'est là où il fait beau, ce sont des anticyclones. Et quand on parle d'une pression qui est moins élevé, un poids de la colonne, un poids d'air qui est plus faible à 1013 hectopascales, on parle de basse pression ou de dépression, des zones de précipitation. Petit moyen mnémotechnique, dans des zones de dépression, on n'est pas très content parce qu'il pleut. Dépression, précipitation. Ça va? Je continue. On va compliquer un peu les choses. Alors, comment se forment ces hautes et ces basses pressions? C'est pas très compliqué. En fait, quand il fait chaud, l'air qui est chaud, vous l'avez tous déjà vu, monte. J'imagine que vous l'avez vu en science. Si ce n'est pas le cas, vous l'avez tous déjà expérimenté dans votre salle de bain. Un air chaud est un air qui va se charger d'humidité. Quand vous prenez votre douche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la fumée engendrée par la chaleur de la douche, surtout quand la salle de bain est un peu froide, a tendance à monter. C'est parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il monte, il se retrouve en haut de la salle de bain. L'air chaud a tendance à monter. Il crée un mouvement qu'on appelle un mouvement d'ascendance. Je le remets en fluo ici pour que vous le voyez bien. Le mouvement d'ascendance. On a donc un mouvement d'ascendance. Eh bien, au sol, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au sol, l'air est monté. Il est devenu plus léger. Comme il est plus léger, le poids de l'air a diminué. On est donc dans une zone de basse pression. Oui, mais l'air en montant, il va rencontrer de l'air plus froid. On l'a dit quand on a parlé de l'atmosphère. Plus on monte, plus l'air est froid. La fumée, la buée engendrée, l'humidité va donc se condenser et saturer, ce qui va former des précipitations. Ça va? Donc l'air chaud qui monte laisse au sol une zone de basse pression parce que l'air est devenu plus léger, la pression est plus basse, mais en montant, cet air a fait que l'humidité s'est condensée, a formé des nuages et de la précipitation. Ça, c'est pour les zones de basse pression. À l'inverse, pour les zones de haute pression, on a un mouvement qu'on appelle un mouvement de subsidence, c'est-à-dire un mouvement de descente de l'air. L'air est tout sec et froid. Il descend vers le sol. Renotez-le dans votre cours si vous avez peur d'oublier ce que c'est la subsidence. C'est la descente de l'air froid. L'air est plus lourd, la pression augmente donc. On est dans une zone de haute pression. Comme l'air est froid, il est sec, on a donc en général du beau temps. Je reprends avec des gestes le mouvement de subsidence et d'ascendance lié aux hautes et aux basses pressions. Donc je vous rappelle, dans une zone de basse pression, l'air chaud, il va chauffer parce qu'il va faire plus chaud, va monter en se chargeant d'humidité. En montant, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'ascendance. En montant, l'air va se refroidir, former des nuages et donc des précipitations. À côté, on a de l'air froid qui est tout sec, qui va lui descendre et compresser sur le sol. La pression augmente donc, vu que l'air est plus lourd, on est dans une zone de haute pression. Ça va? Ça, c'est les deux choses que je viens d'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Dans la zone de basse pression, l'air chaud est monté, a laissé de la place en dessous. Dans la zone de haute pression, l'air froid, sec est descendu, prend toute la place. Il cherche de la place. Il va donc aller prendre la place dans la zone de basse pression. On a donc un mouvement d'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. C'est ce qu'on appelle le vent. Le vent est donc un mouvement d'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Donc, ce que je vous disais ici, c'est que le vent au sol prend naissance à cause des différences de pression qu'il y a à un moment donné en différents lieux. Il vient rétablir l'équilibre entre le déficit créé au sol par l'air ascendant, ça c'est important, et des dépressions, et le trop-plein
créé par l'air subsidant des anticyclones. Il va donc des zones de haute pression vers les zones de basse pression. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ça va? On va passer à la page suivante. On va faire un schéma. Prenez avec vous un bic bleu, un bic rouge et un bic noir. Donc voilà, à la page suivante, nous allons faire ce qu'on appelle la circulation atmosphérique générale. Vous avez ici le sol qui est représenté. On imagine que tout est plat pour ne pas compliquer les choses avec le relief. Et vous avez ici toute la troposphère. Donc ceci, c'est la troposphère avec la limite supérieure qui est la tropopause. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que la tropopause avait une altitude moyenne de 11 km. Or, on voit ici qu'on a une altitude de 14 km et là-bas une altitude de 9 km. Si je remets la localisation précise, ici en dessous, nous sommes à l'équateur, alors que de ce côté-ci, nous sommes au pôle. Peu importe lequel, nous sommes au pôle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme la Terre tourne sur elle-même, ça va, comme une toupie en fait qui tourne sur elle-même, les gaz ont tendance à se regrouper au niveau de l'équateur et à s'aplatir un peu plus au niveau des pôles. C'est le principe de la force de centrifuge qui éjecte tout corps qui tourne vers l'extérieur. C'est la même chose que vous avez dans le rotor à la foire. Quand vous allez à la foire dans le rotor, vous êtes plaqué contre le mur parce que ça tourne sur lui-même. Pareil avec la Terre, elle tourne sur elle-même, les gaz sont donc éjectés légèrement vers l'extérieur, d'où la couche plus grande à l'équateur qu'au pôle. Je n'ai pas précisé dans quel pôle on est parce que ça peut très bien s'appliquer au pôle nord et au pôle sud. J'ai donc ici représenté un hémisphère. Ça va? Je vais ajouter des repères intermédiaires pour bien situer pour bien avoir la localisation. Je vais prendre 23 degrés, 27 minutes qui sont, si vous avez bien tout noté, les tropiques. Ça va? Je le remets correctement. Et puis alors, j'indique encore un intermédiaire, 50 degrés nord ou sud, je vais mettre 50 degrés tout court, qui est la zone tempérée. Alors, je dois maintenant regarder quelle est la zone sur Terre où il fait le plus chaud. On l'a vu dans la partie précédente du cours, que l'endroit le plus chaud sur Terre, c'est l'équateur, parce que les rayons du soleil arrivent toujours avec un angle proche de 90 degrés. S'il fait le plus chaud là, qu'est-ce que va faire l'air? Il va monter. Je vais donc indiquer en rouge, vu qu'on est dans de l'air chaud, que l'air va monter. Mes flèches représentent l'air chaud ou l'air froid. Si on a de l'air chaud qui monte, au sol, on est dans une zone de basse pression. BP pour basse pression. Ça va? En montant, l'air chaud en montant va se charger d'humidité. En montant, l'air va se refroidir, l'humidité va se condenser, former des nuages. Faites-moi des beaux nuages. C'est des gros nuages vu qu'il fait très chaud à cet endroit-là. Et au bout d'un moment, on va avoir de la pluie parce qu'on a les nuages qui sont saturés. Donc, il pleut. Arrivé en altitude au niveau de la tropopause, l'air chaud s'est refroidi. Il n'est plus assez élevé pour monter. Donc, il va toujours rester chaud, mais il va devoir s'écarter vers l'extérieur. Il va s'écarter vers les tropiques, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Imaginez bien que c'est comme si ça continuait. Je fais le schéma d'un hémisphère, mais je pourrais le faire en miroir pour l'autre hémisphère à côté. Donc, mon air chaud s'écarte jusqu'au niveau des tropiques. Il s'écarte en emportant avec lui les nuages. Les nuages vont donc arriver avec mon air chaud vers les tropiques. Sauf que les nuages vont diminuer en intensité parce qu'il continue de pleuvoir. C'est bien, mais il n'y a plus rien pour les recharger, les nuages, vu que la recharge, elle se fait à ce niveau-ci. Donc, il n'y a plus rien et les nuages vont commencer à disparaître. Arrivé au niveau des tropiques, il n'y a plus de nuages.
L'air est sec. Et comme l'air est sec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer une autre masse d'air, on va le voir tout à l'heure, qui va le forcer à redescendre et à se refroidir. On a donc de l'air sec et plus froid qui descend au niveau du tropique. Au sol, on a donc, comme l'air compresse le sol qu'il est plus lourd, une zone de haute pression, HP, haute pression. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, l'air du tropique n'a plus de place, c'est une haute pression, cherche de la place où il peut aller. Il va aller équilibrer, prendre la place dans la zone de basse pression. On a donc un mouvement d'air qui va vers la zone de basse pression. Ce mouvement d'air, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le vent. Dans ce cas-ci, ce sont des alizés. C'est le nom du vent qu'on va avoir ici. Ce mouvement d'air qu'on a dans l'atmosphère, l'air qui monte, se charge d'humidité, se condense, il pleut, ne sait plus monter parce qu'il est plus assez chaud, donc va se diriger vers les tropiques, il va refroidir, il est tout sec, il redescend et puis il va reprendre la place. Ce mouvement qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la cellule de Hadley. C'est le nom du monsieur qui a découvert ce mouvement d'air qu'il y avait ici. Ça va? Voilà pour la première partie qu'on va laisser aujourd'hui. Essayez de bien revoir ça et de bien recomprendre comment fonctionne cette cellule de Hadley. C'est important parce que dans la prochaine séquence, on va voir les autres cellules qui viennent se greffer à celle-ci. À bientôt!